Il est 15 heures, et nous sommes dans le grand parc boisé d'une maison de retraite un peu particulière. En son sein, uniquement des artistes et des écrivains, âgés, mais ce lieu les accueille pour leur permettre de continuer ce qu'ils ont toujours fait, créer. Je vous présente Jacqueline Duhem, dessinatrice, autrice et illustratrice de livres jeunesse. Elle a 92 ans et toujours des yeux d'enfant. Alors à mon micro, je l'écoute égrener tous les épisodes de sa vie, hors normes et haut en couleurs. Je la regarde et dans ma tête, comme un vieux qui radote, je me répète, elle a des yeux d'enfant. Il est à peu près certain qu'elle a dû suivre à la lettre le conseil en forme de citation de celui qui fut son premier patron, Henri Matisse. Il faut regarder toute la vie avec des yeux d'enfant. Mais avant de rencontrer et de travailler comme petite main chez Matisse à 20 ans, la vie n'a pas été très tendre avec Jacqueline. C'était plutôt du style « on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille ». Sauf qu'en bonne créative, elle ne s'est pas démontée et pendant des années, elle s'est formé un nouveau cercle autour d'elle et surtout autour de sa passion pour le dessin. Son talent, sa sensibilité, son charme et sa gouaille, tiens, ça me rappelle quelqu'un, vont faire le reste. Elle va rencontrer et travailler ensuite avec les plus grands artistes de son siècle. Matisse donc, mais aussi Picasso, Man Ray, Louis Aragon, Jacques Prévert ou Paul Éluard, avec qui elle a partagé un peu plus que l'amour de l'art. Jacqueline va ensuite devenir une artiste engagée, insatiable et insaisissable. Quelques années après, elle va se former à l'art de la tapisserie à l'école d'Aubusson et produire ensuite des centaines de mètres carrés de tapisserie où elle exprimera sa vision d'un monde féerique, peuplé d'animaux et de fleurs multicolores. Mais Jacqueline Duhem est surtout devenue une illustratrice de référence dans la littérature jeunesse, mondialement reconnue, et notamment parce que c'est elle qui a réussi à persuader les plus grandes plumes et les poètes de son époque d'écrire pour les enfants et de mettre leurs textes en images. Cette femme, quand j'étais toute petite, je l'aimais beaucoup. C'est une amie de ma mère. Ma mère était libraire. Et c'était une cliente. Mais je ne sais pas pourquoi, je l'ai séductionnée comme ça une fois, j'avais 3 ans. Et puis elle avait dit à ma mère, vous en avez une jolie petite fille. Et moi j'ai dit, mais si tu veux, je suis aussi ta petite fille. Alors ça lui avait beaucoup plu. Du coup, elle m'emmenait dans les musées. Et ça, j'ai adoré. J'ai adoré toute petite les musées. Et j'avais une envie violente d'aller dans les musées. Ma mère a trouvé ça ridicule. Mais pas moi. J'ai bien aimé toute petite les musées. Et je trouve qu'on n'amène pas assez les enfants dans les musées. Ouais, parfait. Si vous pouvez juste oui. Voilà, ne pas trop vous éloigner du micro. Je vais Alors, Madame Duhem, je vais approcher un peu la chaise. Si oui. vous pouvez vous lever un tout petit peu. Je peux Comme ça, vous allez tout près. On est bon. Tout près de micro. Voilà, avancez encore un petit peu. Voilà. C'est une belle introduction ce que vous me dites. Oui, mais je trouve que justement, ça c'est un peu une erreur. Dans les musées, on devrait pouvoir communiquer. Ça, c'est un truc que je regrette, parce qu'avec les gens qui regardent le tableau, on aimerait aussi savoir comment ils le trouvent et qu'est-ce qu'il en pense et qu'est-ce qui lui plaît. C'est ce que j'essaye de faire. Oui, parce que ça, vraiment, je trouve que ça compte. Moi, j'ai vu des enfants. J'avais été voir une expo Matisse, parce que bon, c'était mon patron Matisse alors. Et j'ai vu une expo Matisse à Londres. Et là, j'ai vu des enfants, c'était pourtant des papiers découpés, c'était pas facile, hein. Des enfants enchantés et qui échangeaient leurs impressions et qui disaient ce qu'ils avaient aimé. Et puis comme c'était beau, pourquoi qu'on les emmenait pas plus souvent dans les musées? Et c'était des petits, hein, et c'était vraiment merveilleux parce qu'ils étaient complètement ravis. Ils avaient genre 4-5 ans. Bien sûr. Je pense que c'est ça qu'on devrait garder ou cultiver. C'est le sentiment quand on est enfant devant une œuvre d'art. Et j'ai adoré cette fameuse fausse tante Madeleine parce qu'elle m'emmenait dans les musées. Et ça, les musées, ça me fascinait. J'aimais voir les peintures. Enfin, je trouve que ça fait partie de la vie. C'est des trucs qu'il faut voir. Et puis voir quand on est petit, quand on est jeune, c'est merveilleux. Et vous, justement, ça vous a fait du bien parce que les quelques éléments de biographie que j'ai lus de vous,
Vous n'avez pas eu une enfance très facile quand même. Non, j'ai même eu une enfance compliquée où il n'y avait pas vraiment de musée, mais il y avait les bonnes sœurs. Alors il y avait des fresques, il y avait des décors dans les chapelles, et je m'accrochais à ça, tout ce qui me restait. Mais quand même, ça me plaisait, quoi. Il y avait des images. Où est-ce que vous êtes né? À Versailles, sur le, comme disait Prévert, précise, sur le paillasson du château. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos parents? Des parents, d'abord, j'ai pas de père. Ce qui est très bien, parce que dans le fond, j'ai toujours imaginé un père quand ça m'arrangeait. En fait, ma mère, c'était une suffragette. Très intelligente, elle savait parler 5 langues, elle était libraire, elle était très intellectuelle. Elle a eu un tas de problèmes avec sa famille parce qu'elle était trop intellectuelle à l'époque. Et elle n'a jamais voulu se marier parce qu'elle a assisté au mariage de ses 2 sœurs qui ont été des catastrophes. Mais elle a fait quand même 2 filles avec des pères différents. Et donc je suis un deuxième accident de ma mère, voilà. Mon père, c'était un étudiant grec que j'ai pas connu. C'est pour ça que vous êtes allé en Grèce après? Ma mère voulait quand même que je connaisse mon père. Alors elle a voulu aller en Grèce, mais je crois qu'elle n'avait pas l'adresse de mon père. Elle était comme un peu à côté de la plaque, ma mère, un peu fantaisiste comme ça. Elle m'a emmenée en Grèce, j'avais 10 ans. Je dois dire que j'étais assez insupportable, hein. J'étais chef de bande dans mon quartier. Ah ouais, c'était dur. C'était difficile à tenir, les enfants de commerçants. On était un peu une bande, dans le quartier à Neuilly quand même. Et donc elle m'a emmenée en Grèce pour probablement me lâcher à la famille de mon père. Et puis je crois qu'ils n'ont pas voulu, ou je sais pas, finalement je ne les ai pas connus. Je suis restée dans un couvent en Grèce, un couvent de bonnes sœurs françaises. Et je suis restée en Grèce pendant près de 2 ans, au Pirée, dans un couvent catholique. Ça m'a bien plu. C'est vrai. De toute façon, moi, je n'étais pas tellement habituée à une vie de famille, hein. Oui. J'étais dans une école française, mais comme j'étais française, moi, et que c'était tous des petits Grecs, je n'avais pas tellement le droit de causer. Je ne peux pas dire que ça a été brillant, ma scolarité. Je foutais rien. Bon, c'était pas facile. Comme ma mère, dans le fond, elle tenait pas tellement à moi, hein. Ma sœur, elle adorait. Mais moi, j'étais un peu un truc du dernier moment, et ça l'emmerdait plutôt qu'autre chose. Et finalement, j'ai été rapatriée par le gouvernement français. Et j'étais très contente, parce que je me rappelle quand j'ai pris le bateau, j'ai adoré revoir la France, arriver à Paris. Je me suis dit, merde, mais moi je suis française, je suis pas grecque. Alors après, je suis restée en France avec une vie de bâton de chaise aussi. Mais enfin bon, quand même une enfance tarabiscotée, mais très riche. C'est-à-dire, c'est quoi une enfance en bâton de chaise? Moi, j'avais pas de vie de famille. Il y avait la guerre. Et j'ai été après avec une tante que j'aimais beaucoup, qui était la plus jeune sœur de ma mère, qui était une vieille fille, qui avait été amoureuse d'un cordonnier avant la guerre, qu'elle n'avait pas pu épouser. Il était mort de la grippe espagnole, ça a été le drame de sa vie, alors on en parlait tout le temps. Et elle était vieille fille, et très catho, et donc j'ai vécu un peu avec elle, un coup à Clermont-Ferrand, puis après on est rentré à Paris. Enfin, j'ai eu une enfance difficile et catastrophique par moments. J'ai fait de la maison de correction. Ah oui. J'ai commencé à voler chez une collègue du lycée. Alors, je volais les confitures chez elle. Je connaissais la clé sous paillasson et j'allais chercher des confitures pour ma tante. Après, j'ai commencé à mentir dans les magasins pour obtenir pour ma tante des biscuits pendant le marché noir, la guerre. Voilà, alors j'essayais d'avoir des trucs pour ma tante. Je suis rentrée quand même au lycée, avec des lacunes grandes comme ça. Mais enfin, la prof de français, elle me disait « Je ne peux pas vous mettre 0 parce que vous faites des tellement jolis dessins dans les marches. » Puis vous écrivez joliment, mais le reste, alors c'était une catastrophe. Puis je ne suis pas restée longtemps au lycée, quoi. Je suis passée... D'abord, je suis rentrée à Clermont-Ferrand au lycée avec dispense. Et j'avais gagné un concours avec le maréchal Pétain. J'avais fait son portrait sur une affiche et j'ai gagné la médaille, des sous, une médaille en or que ma tante a mis au clou, enfin quoi.
Donc j'étais persona grata quand même dans le collège. Alors je suis rentrée un peu sans examen, rien au lycée, alors que j'avais de ces lacunes grosses comme des maisons. C'est le dessin qui vous a sauvé. Oui, toute ma vie. Toute ma vie, j'ai dessiné tout le temps. Donc j'ai été mise en maison de correction parce que j'avais volé. Et moi j'ai été prélevée dans un couvent de sœurs. Et ma mère était d'accord. Alors finalement, ça ne m'a pas déplu. J'étais amoureuse d'une bonne sœur qui me plaisait beaucoup. Alors je lui faisais des tas de lettres dessinées que malheureusement ont été brûlées, mais c'était un vrai trésor parce qu'il y en avait un sacré paquet. Hein. Voilà. C'est beau? Voilà, c'était une partie de ma vie. Ma mère quand même m'a récupéré un peu, plus ou moins. Bon, enfin, ça n'allait pas tellement mieux. Hein. J'étais quand même toujours un peu pas facile, quoi. Pas facile à... Turbulente. Hein? Turbulente. Oh, bah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que à cet âge-là, vous vouliez être déjà dessinatrice, illustratrice, ou vous n'aviez pas d'idée de votre avenir? Ah bah si, sûrement. De toute façon, je voulais faire que ça. Ah oui, ça, il n'était pas question que je fasse autre chose. Alors je me demandais comment j'allais un jour gagner ma vie, parce que ça, c'était pas facile. Alors le problème, c'est quand même, je suis rentrée chez Matisse parce que je lui avais écrit une lettre. Et très gentiment, il m'a dit « Venez me voir ». Alors j'ai été le voir avec la petite fille que je gardais à ce moment-là pour gagner ma croûte. Et... Excusez-moi, du jour au lendemain, vous écrivez à Matisse? Oui. Non, parce que vous savez que c'est pas tout le monde qui fait ça. Ben non, c'est idiot parce qu'il faut le faire. Et ben voilà. Alors il m'a demandé de venir le voir. Et il était à Vence à ce moment-là. Et moi j'étais à Nice où je gardais la petite fille. Alors on a pris l'autocar, tout ça, on est allé voir Matisse. Et alors Matisse m'a dit, écoutez, puisque vous travaillez, pourquoi vous ne rentreriez pas chez moi, j'ai besoin d'une aide d'atelier. Alors je suis rentrée chez Matisse. Et ça m'a tout appris, hein, vraiment tout appris. Parce que d'abord il me faisait travailler, il me faisait dessiner. Il y avait la cuisinière qui a voulu le portrait de son fils qui était mort à la guerre. Alors il a dit Jacqueline va le faire, c'était une photo d'identité grande comme ça. Et Matisse il m'a filé une feuille d'ingre avec des fusains, il m'a dit vous débrouillez, faites le portrait du bonhomme. Et alors je travaillais le soir parce que moi de la journée j'étais occupée avec Matisse. Et un matin, Matisse il dormait mal la nuit donc il corrigeait le dessin, il avait mis un grand trait en travers, il dit pourquoi vous avez fait une pomme puisque c'est une poire. Alors j'ai vite enlevé le papier parce que la femme de ménage, elle venait plus tard le matin. Et puis j'ai recommencé le portrait, il avait tout à fait raison. J'avais pas osé parce que le pauvre type, il était large ici, puis un petit front étroit, c'était pas le pied. Hein. Alors j'avais essayé de l'arranger au mieux pour plaire à la cuisinière. Et Matisse m'a dit, on fait pas des dessins pour plaire, Jacqueline. On fait des dessins qui sont vrais parce qu'on a envie de le faire et de les faire comme il faut. Il faut dire que j'ai eu un maître là. Alors là, il était assez exigeant, Matisse. Mais il m'aimait bien. C'était quand même, ça a été un rapport merveilleux pour moi. Ça a été formidable. Ça a été une grande école. Je ne me rendais même pas compte à quel point j'avais la chance de travailler avec Matisse. Puis après, j'ai travaillé tous les papiers gouachés dont il découpait les formes. Et déjà, pour la couleur, ça m'a appris des choses. Parce qu'il faisait beaucoup de bleus, mais les bleus, c'était jamais des bleus purs. Il fallait rajouter un peu de rouge ou un peu de vert. Et il surveillait mes couleurs. Moi, je travaillais par terre sur des grands papiers. Et je gouachais ça avec des brosses. Et il me disait, rajoutez-moi un peu de rouge. Je rajoutais un peu de rouge. Puis après, je me mettais plus loin avec le papier. Il regardait, il disait, bon, ben ça va ou ça va pas. On va encore retravailler. On recommençait. On n'a pas arrêté. Hein. Enfin quoi, on a fait tous les papiers couleurs qu'il découpait pour faire les vitraux. De la chapelle de Vence. De la chapelle de Vence. Voilà. Puis là, j'ai aussi rencontré Picasso, qui se marrait, qui était marrant aussi. Donc finalement, j'avais plein de copains dans le coin. J'étais assez gâtée, mais je ne le savais, me rendais pas compte moi-même. Là, quand vous égrenez les noms des gens avec qui vous avez pu travailler, oui. Je suis bouche bée. Ah oui, oui, j'ai eu une chance folle. J'ai eu une chance folle.
Et comment c'était une journée avec Matisse? Les journées avec Matisse, déjà, c'était vraiment strict. Hein. Il fallait se lever à 7 heures le matin, aller à la cuisine prendre son petit déjeuner. Il avait une cuisinière, il avait une femme de chambre, il avait une infirmière, il y avait Lydia qui dirigeait tout ça, qui était assez chiante d'ailleurs. Et moi, j'étais dernier sous-fifre, quoi. Donc il fallait que je sois dans l'atelier à 8 heures du matin après mon petit déjeuner à la cuisine. Et on commençait à travailler. Voilà. Et on travaillait jusqu'à midi. Après, moi j'allais déjeuner. Matisse, on le faisait manger. Il mangeait mal. Puis il avait des soins, puis il faisait la sieste. Enfin, alors c'était... Des fois, on travaillait tard le soir parce qu'il avait fait la sieste et qu'il n'avait pas eu le temps de travailler. Mais en général, je me pliais complètement à ce que voulait Matisse, quoi, c'est sûr. Est-ce que vous vous souvenez de la chapelle de Vence, donc du coup? Picasso, qui était furax, il disait c'est con, il aurait fait un marché couvert, c'était beaucoup plus vivant qu'une chapelle, enfin quoi. Il s'engueulait là-dessus. Mais bon, alors je le disais à Matisse, tout ça, je lui racontais, je disais Pablo, il trouve que vous devriez faire. Il dit, il fait chier celui-là, il a qu'à faire ce qu'il veut faire, mais moi qui me foute la paix. Bon, enfin, c'était marrant parce que quelque part, ils s'aimaient bien quand même. Ils s'estimaient beaucoup l'un l'autre. Mais il y avait des moments où ils s'envoyaient des pics comme ça. C'était assez rigolo. Et vous avez une anecdote avec Picasso, par exemple? Avec Picasso, oui, il m'a dit, attends, je vais te montrer mon atelier, j'ai fait un truc qui me plaît bien, je voudrais te le montrer. Alors c'était à Valoris, ça. Alors il m'emmène dans un foutoir épouvantable. Et alors il commence à chercher, il remoue tous les tableaux qui étaient contre lui. Autant c'était, chez Matisse, c'était nickel. Tout était rangé dans des tiroirs avec des numéros, des trucs pour les tableaux, tout ça. Chez Pablo, c'était la merde complète. Il y en avait partout. Alors il cherche, finalement, il trouve un tout petit tableau pour me montrer. Et il m'a dit, il te plaît? Ah j'ai dit oui, beaucoup. Il m'a dit, écoute, je vais le donner à Matisse, parce que je dois lui donner un tableau depuis longtemps. Je vais le donner à Matisse et tu demanderas qu'il soit dans ta chambre. C'est ce qui s'est passé. Il l'a donné à Matisse et Matisse me l'a donné dans ma chambre. Donc je l'avais devant mon lit toujours. D'ailleurs, j'avais plusieurs tableaux. J'avais un Bonnard, j'avais un Matisse forcément, j'avais Braque. J'avais une petite chambre avec une petite table à la fenêtre et je posais sur la table toutes les semaines un tableau différent qui était dans ma chambre parce que c'était dans ma chambre qu'étaient entreposés les tableaux des collègues de Matisse. Alors j'étais plutôt gâtée, faut dire. Votre chambre, c'était une galerie d'art, là? Oui, si on veut. Dans votre histoire, il y a quelque chose qui est fascinant aussi, c'est votre rencontre avec Paul Éluard, évidemment. C'est Paul, oui. Comment là, j'ai un livre qui va sortir à la rentrée. À la rentrée, j'ai envoyé des lettres d'amour à Paul Éluard. Il y en a un paquet comme ça, mais ils en font un plus petit paquet chez Gallimard. Ça sort à la rentrée, là, avec des images. Mais toutes mes lettres d'amour à Paul, je les ai là-haut d'ailleurs. Là. Racontez-nous, comment vous l'avez rencontré, Paul Éluard? Alors d'abord, moi, comme il fallait que j'aille ma croûte avant d'entrer chez Matisse, j'ai travaillé en usine à un moment. Et en usine, j'étais ouvrière métallurgiste, je devais avoir 15-16 ans, chez Pathé Marconi. Enfin, on faisait des pièces pour les postes de radio, des trucs comme ça. J'étais au syndicat de métallo. D'accord. Et Éluard venait faire des discours aux ouvriers, lire des poèmes. Ça, il n'y en a pas un seul qui a fait ça. Hein. C'était quand même drôlement bien parce qu'ils étaient très contents, les ouvriers. C'était après l'heure du déjeuner, comme ça. On avait toujours le droit à une demi-heure après le déjeuner. Il venait et il lisait des poèmes. Et puis à ce moment-là, alors il m'a dit, mais venez le samedi, la Maison de la Pensée Française, où il y a tous les poètes lisent des poèmes le samedi. C'était en face de l'Élysée, cette Maison de la Pensée Française. C'est fini, hélas, maintenant, mais c'était un truc très bien. Tous les samedis après-midi, il y avait des poètes, des écrivains qui venaient et qui lisaient leurs poèmes. Et il y avait Gérard Philippe qui venait lire des poèmes. C'était vraiment très intéressant pour les gens du commun des mortels, dans mon style, quoi. Donc on venait écouter les poésies, lire les textes lus par les auteurs directement. Dans un truc encore qui devrait exister, ça. Enfin bon.
Et il y avait Prévert qui est toujours à se foutre de la gueule des gens, qui disait « Ces cons-là, ils ont trouvé moyen de mettre la poésie en maison. » Ça, c'était Jacques, il n'en ratait pas une. Et donc vous avez rencontré Paul Éluard d'abord à l'usine, Oui, et après il vous dit venez à la maison de la pensée française pour m'écouter, c'est ça? oui, voilà. Et comment... Il m'a dit, il y a des après-midi, la maison de la pensée française, donc j'y allais. Alors, Prévert, c'est différent. Parce que Prévert, c'est quand j'étais chez Matisse, Jacques venait d'écrire Parole, qui était un succès, on en parlait. Donc il m'a envoyé chez Prévert pour faire dédicacer un Parole pour son fils qui venait d'Amérique. Alors j'ai été chez Jacques et on est devenus copains. Ça a été ma famille quasiment, les Prévert. J'ai adoré les Prévert. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est parce que vous ne voulez pas en parler, mais vous avez eu une belle histoire d'amour en plus avec Paul Éluard. J'ai toujours aimé les poèmes de Paul. Je lisais beaucoup, je lisais les poètes. J'aimais lire, ça, c'est toujours. Donc, et quand il est venu parler dans notre usine, il m'a dit, mais venez samedi à la Maison de la Pensée. Alors, j'étais à la Maison de la Pensée. Et puis, de fil en aiguille, j'étais invitée à dîner par Paul avec ses amis. Je suis tombée amoureuse d'Éluard, qui avait des yeux bleus magnifiques. Et j'ai eu une histoire d'amour avec Paul, ce qui faisait d'ailleurs, il y avait Elsa Triolet qui était assez peau de vache, qui disait « Mais qu'est-ce que vous foutez, Paul, avec cette gamine? Elle a encore des soquettes !» Et il était très beau, il avait beaucoup d'allure, il était très beau. Mais je suis restée amie avec Paul jusqu'à la fin de ses jours d'ailleurs. Hein. Et donc vous lui avez écrit 130, à peu près 130 lettres d'amour, oui, avec des dessins dessus. Absolument. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait plus de poètes dans les usines. Je trouve ça idiot qu'ils viennent plus. Ils devraient venir lire leurs poèmes. Je trouve que vraiment les poètes, ils sont enfermés maintenant. Ça n'existe plus, quoi, ça. Mais avant, il y avait des échanges et ça, c'était très, très précieux et très important. Par exemple, vous avez vu des gens à l'usine qui étaient sensibles aux poèmes de Paul Éluard? Oui, j'avais une copine qui adorait Paul Éluard. Elle n'aurait jamais raté ça. Même les samedis, elle allait à la maison de la pensée française, elle y avait entraîné son mari, qui était aussi ouvrier. Enfin, c'était vraiment... Il y avait un échange, mais ça, c'est le Parti communiste qui avait fait ça, faut dire, à l'époque. Hein. Ça, quand même, ils sont bien... À ce moment-là, c'était autre chose, quoi. Et est-ce que vous pouvez me parler, donc, du coup, maintenant, de cette relation que vous avez eue avec Jacques Prévert? Là aussi, je vous parle personnellement. Je suis très contente de vous rencontrer parce que, petit, j'avais le livre « En sortant de l'école ». Oui. C'est un livre qui m'avait beaucoup marqué. Quand on est enfant, les images ou les dessins, ça a un pouvoir très très fort. Je suis fille de libraire, vous savez, tout ça, j'aimais les images, j'aimais les livres dessinés, j'ai adoré ça quand j'étais petite. Et je trouvais que justement, il n'y avait pas assez de livres de poètes pour adultes, avec des dessins, pour que les enfants puissent lire, comprendre les poèmes, parce que ça amène les enfants à la poésie. Les peintres, ils se prennent toujours pour le cul de Jupiter, alors ils veulent pas se baisser au point de faire des livres pour les enfants avec des grands textes. Et les grands textes, ça passe à travers l'image pour commencer pour les enfants. Moi, j'ai aimé ça, et ça, faut dire, avec Prévert, il était très très proche des enfants, il adorait sa petite fille, et j'ai beaucoup travaillé avec Jacques sur les livres pour enfants. On a fait l'Opéra de la Lune ensemble, et on a eu un mal de chien d'ailleurs à trouver un éditeur. Parce que Jacques voulait un petit format, justement, pour que les enfants puissent l'emmener sous l'oreiller, dans le lit, à côté d'eux, vivre avec. Et c'était impossible, ils voulaient tous faire des grands livres, des albums, parce que c'était la mode d'avoir des grands albums. Et Jacques préconisait toujours qu'il fallait des petits livres pour les enfants, qu'ils puissent l'emmener partout, le mettre sous l'oreiller s'ils avaient envie, enfin voilà. Donc avec Jacques, on a trouvé l'éditeur en Suisse, la Guilde du Livre, pour faire l'Opéra de la Lune, la première édition. Sans ça, il n'y avait pas moyen. Surtout qu'il était exigeant sur les couleurs, le papier, la mise en page, tout. C'est beaucoup. Jacques était très très exigeant pour son travail. Vous avez travaillé tous les deux? Oui. C'était la journée de travail, c'était l'un à côté de l'autre? Voilà, oui. Des fois, il changeait le texte parce que j'avais fait des dessins. Ah ouais? L'Opéra de la Lune, j'ai vraiment fait ensemble, complètement. Mais est-ce que vous vous sentez une âme d'enfant encore? Je dois l'être. Oui, sûrement, sûrement. Heureusement d'ailleurs, je crois qu'on est toujours un peu l'enfant qu'on a été. Ouais. Toujours un peu quelque part. D'où vient ce besoin de dessiner
tout le temps. Depuis très jeune, vous dites qu'à 4 ans, vous dessiniez pour la boulangère. Oui, oui, oui. Bah, au départ, ça me posait des problèmes parce que comme ma mère était libraire, ce que j'aimais, c'était les feuilles de papier à dessin toutes neuves. Alors je tirais les tiroirs, puis je faisais un petit machin dans le coin. Et puis les clients qui arrivaient, qui disaient « Mais elle n'est pas propre, cette feuille-là ». Qu'est-ce que je me faisais engueuler après? C'est quoi cette histoire avec la boulangère? Ah ben, la boulangère, je lui avais donné son portrait. Enfin, c'était fantaisie, hein. Et un jour, comme ça, parce que je dessinais tout le temps, j'avais donné le portrait de la boulangère. Et elle m'a dit, bah, c'est rudement bien ce que tu fais. Si tu me donnes, chaque fois que tu me donneras mon portrait comme ça, tu te donneras un croissant. Alors je m'étais dit, dans le fond, quand je serai grande, je ferai tout le temps des dessins, j'aurai plein de croissants. Ça, voilà. C'est un peu passé comme ça. Ah ben voilà, on a compris. Donc c'est grâce à cette boulangère. Voilà, ça a été beaucoup l'histoire des croissants, j'ai trouvé ça très bien. Et est-ce qu'en ce moment, vous dessinez toujours? Ben écoutez, là j'ai des problèmes avec les mains quand même. J'ai mal aux doigts, je continue bien sûr, un peu, mais pas beaucoup. Parce que j'ai des problèmes de bout des doigts. J'ai des problèmes pour tenir les crayons, et voilà. Puis je suis un peu douloureux le bout des doigts. Vous savez, je suis une vieille peau, hein, j'ai 92 ans. Mais là, je suis inspirée par l'énorme marronnier là, que vous avez derrière, parce que maintenant, il a des Covid, le mec. Il fait des boules vertes avec des petits piquants. Il est bourré de Covid partout. Alors, je fais des branches avec les Covid pour les copains. Ça vous inspire? Oui. Non, parce que le dessin, c'est pas seulement le dessin. Il faut aussi avoir des idées. Il faut aussi avoir des trucs de l'actualité, des machins du moment, quoi. Voilà. Ça plaît, ça plaît. Quel est votre rapport à la couleur? Parce que je pense que on a l'impression que vous êtes une vie avec plein de couleurs. Oh ben ça, moi, la couleur, j'adore la couleur. Je pourrais pas vivre sans la couleur, hein. Ça, c'est sûr. J'ai des envies de couleur. En ce moment, je cherche quelqu'un pour me faire un dessus de lit jaune, parce que c'est coloré. Voilà, j'aime la couleur, de toute façon. Est-ce que vous voulez un verre d'eau, madame? Bon, oui, je viens, merci. C'est gentil, Séval. Elle pense à tout, Séval. Elle est formidable. Elle est formidable. Elle est bien pour nous tous. Elle est précieuse, hein. Mais quand même, il y a quelque chose de fascinant dans votre vie, entre cette enfance un peu chaotique, et puis d'un coup, vous rencontrez parmi les plus grands artistes du siècle. Et vous devenez quelqu'un de très important dans le milieu de l'art. Ça, c'est quand même fascinant, je trouve. Je crois que c'est lié, parce que finalement, même les complications de l'enfance, ça n'arrive pas à n'importe qui. Ça arrive peut-être parce qu'on les recherche, ou ça arrive parce qu'on est plus exigeant, parce qu'on tente le diable, voilà. Il y a sûrement de ça, quoi. C'est sûrement de ça. Ce qui est fascinant, en fait, c'est de voir cette enfance où vous vous battez, et puis un jour, vous écrivez à Matisse. Et est-ce que vous pouvez me parler de cette lettre? J'étais à Nice où je gardais une petite fille, et je voyais Matisse qui dessinait dans les jardins de Cimier. Et j'ai pas osé le déranger, parce que je trouvais que comme il travaillait, j'avais pas le droit d'aller le déranger. Et je crois que de ça, il a aimé quelque part. Parce que je lui ai dit dans la lettre, je lui ai dit voilà, je vous vois dessiner dans le jardin de Cimier des plantes, et je voudrais tellement vous voir dessiner, voir pourquoi vous faites ça, et qu'est-ce que vous aimez dans les plantes, dans la nature. Mais j'ose pas venir vous voir, je ne veux pas vous déranger. Là-dessus, il m'a répondu. Voilà. Alors que si j'étais allée directement, peut-être que j'aurais pas eu ce contact. J'ai l'impression que vous avez eu plusieurs fois des enfants avec qui vous étiez... Moi, les enfants, ils m'apportent des choses. Et je trouve que c'est intéressant de ne pas les perdre de vue et d'avoir leur avis sur des choses. Et j'aime beaucoup les enfants. Je trouve que c'est intéressant d'avoir des conversations avec eux et de voir leur réaction quand on fait quelque chose. Bon, je vais peut-être enlever le verre d'eau. Non, ah oui. C'est moche. moche. Je peux vous prendre en photo? Avec le masque en dessous. Ah, ça me fait plaisir de vous voir. Alors, vous avez un beau sourire en plus. Oui, ça fait plaisir. Ça fait encore j'ai 92 ans, hein, ça commence à faire. J'ai eu une vie tellement chouette que je ne m'embête pas parce que pour rien, je me rappelle des trucs et ça y est.
La vie, elle n'est pas complète si on ne va pas au musée. C'est un manque. Parce que si on ne va pas au musée, on perd, je sais pas moi, 50% de la vie. Et il faut emmener les enfants dans les musées. On poursuit le récit de Jacqueline avec ses autobiographies. Une vie en crowbar, aux éditions Brochet, paru en 2014, et Petite main chez Henri Matisse, aux éditions Gallimard Jeunesse, paru en 2009. Disponible aussi très prochainement chez Gallimard, la série de lettres d'amour à Paul Éluard dont Jacqueline nous a parlé. Pour explorer l'imaginaire si coloré de Jacqueline Duhem, 2 autres ouvrages à vous conseiller. L'Opéra de la Lune, écrit par Jacques Prévert, et L'enfant qui ne voulait pas grandir, de Paul Éluard. Nous voudrions très chaleureusement remercier les équipes de la Fondation des artistes, en particulier sa directrice Laurence Meignet et Séval Haussmann, chargée des actions culturelles à la Maison nationale des artistes de Nogent-sur-Marne, qui ont rendu cette interview possible malgré la période compliquée. Continuez à suivre Sens de la visite sur les réseaux, à partager et à commenter. À très vite pour de nouvelles histoires de l'art.